brume légère enveloppe les rues silencieuses, et chaque pas résonne comme un secret prêt à se révéler. Les portes s'ouvrent sur des mystères que seul l'œil attentif peut déchiffrer, et les ombres semblent murmurer des vérités oubliées. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prépare ton esprit à observer les moindres détails, à écouter les silences, et à suivre les pas d'un détective hors du commun. Alors allons-y. Paris, au lendemain de la guerre, avait retrouvé une apparence de vie normale. Pourtant, sous la surface, je percevais un poids invisible qui oppressait ses habitants. Les cafés s'animaient de conversations, les vitrines regorgeaient de tissus colorés, et les journaux s'affichaient au kiosque, comme pour proclamer une renaissance. Mais à chaque carrefour, je remarquais une ombre dans le regard des passants, une hésitation dans leurs gestes, comme si l'occupation continuait de planer dans les mémoires. Je me souviens avoir marché le long de la Seine, observant les façades solennelles des immeubles haussmanniens. Certaines portaient encore les stigmates des bombardements, d'autres semblaient rajeunies par une peinture récente, comme si l'on voulait à tout prix effacer le souvenir des années sombres. Pourtant, il n'était pas difficile de deviner que derrière les rideaux soigneusement tirés, la France pansait encore ses plaies. Je me trouvais à Paris en compagnie de mon vieil ami Hercule Poirot, dont la silhouette impeccable contrastait avec cette ville marquée par l'épreuve. Tandis qu'il ajustait méticuleusement sa moustache, je sentais déjà que, dans cet univers à la fois brillant et meurtri, un drame nouveau ne tarderait pas à surgir. Les conversations que nous surprenions, au hasard des salons comme des brasseries, se faisaient étrangement récurrentes. On parlait d'1 milliard de pouvait entendre. Pourtant, je savais qu'il enregistrait chaque murmure, chaque détail, et qu'un jour viendrait où cette rumeur prendrait une forme concrète. Ce fut dans un cercle mondain, où nous avions été conviés, que j'aperçus pour la première fois ce qui devait devenir le symbole de l'affaire. Un convive exhiba, comme une curiosité, un vieux billet de banque, jauni et déchiré, qu'il prétendait avoir retrouvé dans un coffre abandonné. À demi arraché, il ne représentait aucune valeur marchande. Pourtant, tous les regards s'y fixèrent comme s'il s'agissait d'un talisman maudit. Certains y virent une relique de la fortune disparue, d'autres une simple coïncidence. Moi-même, je ressentis un frisson en songeant que ce morceau de papier pouvait être la clé d'un secret immense. Poirot, lui, le contempla longuement, ses yeux gris luisants d'une attention extrême. Je compris alors que ce billet déchiré n'était pas qu'un fragment de monnaie. Il était l'écho silencieux d'une trahison. La France, disait-on, voulait oublier. Mais l'oubli n'est jamais qu'un voile fragile. Dans les dîners auxquels nous fûmes conviés, les rires éclataient, les verres tintaient, et les orchestres jouaient des valses légères. Pourtant, derrière ces élégances retrouvées, je sentais une crispation. Des conversations s'interrompaient brusquement à l'évocation de l'occupation. Des regards se détournaient, et un silence pesant s'installait parfois comme une ombre imprévue. Je me surpris à observer les mains des convives. Certaines tremblaient à peine, d'autres se crispaient sur un éventail ou une cigarette. Ce n'était pas seulement le souvenir des privations, mais celui des choix faits, des alliances nouées, des secrets honteux. Poirot, attentif à ces détails, esquissa un sourire énigmatique. Il savait que sous la surface polie des manières se cachait. La lettre nous parvint un matin pluvieux, alors que Poirot savourait son chocolat épais et que je parcourais distraitement le journal. L'enveloppe portait le sceau d'un notaire parisien, mais la signature au bas de la missive révélait un nom plus retentissant, celui de M. Delacour, banquier de renom. Le ton était à la fois courtois et désespéré, un mélange singulier qui suscita aussitôt mon inquiétude. On y percevait une urgence presque fébrile. « Je vous en conjure, monsieur Poirot, venez à Paris sans délai. Ma famille est menacée, et seul votre esprit peut nous délivrer du piège qui se referme. » Poirot lut et relut ces lignes, son regard s'assombrissant d'une gravité particulière. Il me montra la signature, soulignant du doigt une infime hésitation dans le tracé, comme si l'homme avait tremblé au moment d'écrire. « Hastings, dit-il d'une voix douce, ceci n'est pas un appel mondain, c'est un cri d'alarme. » Je n'osais rien répondre, mais je sentais déjà que cette lettre ouvrait une porte sur un drame dont nous ne connaissions pas encore la mesure. Nous quittâmes Londres le lendemain, embarquant sur le premier train en direction de Paris.
Le trajet, habituellement agréable, me sembla empreint d'une tension inhabituelle. Je contemplais les campagnes verdoyantes de la France renaissante, mais mes pensées revenaient sans cesse à la lettre. Poirot, assis face à moi, demeurait silencieux, les yeux clos, ses doigts croisés sur sa poitrine. Je savais qu'il n'était pas endormi. Son esprit, tel un mécanisme précis, commençait déjà à ordonner les éléments d'une énigme encore obscure. « Hastings, murmura-t-il finalement, souvenez-vous, lorsqu'un homme de finance s'inquiète non pas pour son argent mais pour sa vie, cela mérite toute notre attention. » Ces mots me glacèrent, et tandis que le train approchait de la capitale, je compris que Paris ne nous a... Vérité quelle qu'elle fût, ne tarderait pas à éclore. Je perçus alors chez Delacour une lueur d'espoir, aussitôt ternie par une ombre de culpabilité, que je ne sus encore expliquer. Le lendemain, Delacour nous conduisit dans sa demeure familiale, située non loin du boulevard Saint-Germain. Je n'avais jamais vu résidence plus somptueuse. Les façades imposantes semblaient proclamer la richesse et la réussite, mais à l'intérieur, je perçus une atmosphère lourde, presque étouffante. Les tapisseries anciennes, les chandeliers étincelants, les vastes bibliothèques remplies d'ouvrages précieux, composaient un décor où le faste se mêlait à une inquiétante froideur. En traversant les salons, j'observais les portraits sévères des ancêtres de la cour, qui semblaient nous dévisager avec une sévérité muette. La maison elle-même paraissait renfermer ses secrets derrière chaque porte close. Les domestiques, impeccables dans leurs fonctions, échangeaient pourtant des regards furtifs, comme si l'arrivée de Poirot venait déranger un équilibre fragile. « Remarquez, Hastings, » souffla Poirot à mi-voix, « la beauté de cette maison n'est qu'une façade. Derrière, il y a des fissures invisibles. » Je ne compris pas aussitôt ce qu'il voulait dire, mais je ressentis, à mon tour, que sous ces dorures persistait une tension sourde, un malaise presque palpable. À peine installés, nous remarquâmes combien les habitants de la demeure semblaient vivre dans une vigilance constante. La gouvernante se raidissait au moindre bruit. Un valet sursautait lorsqu'on lui adressait la parole, et même Madeleine, la fille de Delacour, paraissait prisonnière d'une angoisse muette. Les conversations se déroulaient à voix basse, interrompues par des silences où l'on devinait plus qu'on entendait. Je surpris une phrase échangée à demi-mot entre deux domestiques, mais leur voix... C'est d'abord à Madeleine Delacour que je fus présenté. Je fus frappé par son apparence délicate. Une jeune femme à la silhouette gracile, mais dont les yeux clairs exprimaient une vivacité d'esprit inattendue. Elle s'exprimait avec douceur, mais ses paroles portaient une précision qui trahissait une intelligence fine. Pourtant, sous cette façade charmante, je décelais une inquiétude latente, comme une ombre pesant sur son esprit. Chaque fois que son père s'adressait à elle, elle répondait avec une obéissance presque excessive, comme si elle cherchait à ne pas ajouter au fardeau qui accablait déjà le banquier. Je remarquai qu'elle évitait soigneusement certains sujets, la guerre, l'argent disparu, et même la question des lettres anonymes. Son sourire se figeait alors, et sa main tremblante cherchait refuge dans son mouchoir. Poirot, qui la regardait avec une attention pénétrante, me glissa à l'oreille. « Elle est fine, Hastings, très fine, mais son esprit est troublé. Elle cache une crainte plus profonde que la menace écrite. » Ces mots renforcèrent mon impression que, derrière la fragilité de Madeleine, se dissimulait un cœur en proie à une angoisse que nous n'avions pas encore sondée. Nous rencontrâmes ensuite Henri Varenne, ancien associé de Delacour. Son allure contrastait avec celle de Madeleine. Trapu, au visage marqué par la fatigue et les déceptions, il portait en lui une amertume palpable. Son regard se fixait tour à tour sur Poirot, sur moi, puis s'échappait vers les tapisseries du salon, comme pour éviter toute confrontation directe. Il était clair que ses finances étaient dans un état précaire. Quelques allusions maladroites aux affaires passées suffirent à comprendre qu'il avait perdu non seulement sa fortune, mais aussi une partie de sa réputation. On l'accusait à demi-mot de négligence, de mauvaise décision, d'ajouter le moindre mot. On racontait qu'elle avait été en lien avec certains réseaux clandestins, mais nul ne pouvait dire exactement de quel côté de la ligne elle s'était tenue. Poirot l'interrogea doucement, et ses réponses, si elles semblaient pieuses et convenues,
manquait de la sincérité absolue qu'on attend d'une femme de foi. Hastings, dit Poirot en aparté, observez. Parfois le silence en dit plus long que les paroles. Je compris que cette sœur, en apparence dévouée et austère, portait un secret qui liait peut-être son passé à cette fortune perdue. Nous fîmes ensuite la connaissance d'Armand Rochefort, journaliste parisien à la réputation déjà bien établie. Grand, élégant, et doté d'un sourire qui séduisait instantanément son auditoire, il représentait le type même de l'homme moderne, avide de reconnaissance et de gloire. Ses manières affables ne parvenaient cependant pas à masquer une avidité intellectuelle presque prédatrice. Il multipliait les questions, mais ce n'était pas pour comprendre, c'était pour exploiter. Il se vantait de connaître des détails que personne ne voulait révéler et insinuait qu'il publierait bientôt un article retentissant. Madeleine, à ses côtés, semblait crispée à chaque mot qu'il prononçait, comme si elle craignait ses révélations. Poirot, d'un ton neutre, l'interrogea sur ses sources. Rochefort répondit par des phrases évasives, ponctuées de sous-entendus, comme s'il voulait surtout impressionner son auditoire. Je ne pus m'empêcher de penser que cet homme cherchait davantage à tirer profit du scandale qu'à rechercher la vérité. Ses ambitions faisaient de lui un acteur dangereux dans cette affaire. Un faiseur de drame dont l'arme principale n'était pas le revolver, mais la plume. Enfin, nous fûmes présentés au docteur Klein, médecin de la famille depuis plusieurs décennies. C'était un homme discret, à la chevelure déjà blanche. Poirot s'approcha de lui et lui demanda, d'un ton presque bienveillant. « Docteur, que pensez-vous de cette atmosphère ?» Il répondit simplement, « Elle est celle d'une maison malade. » Ses paroles, sobres et pesées, me frappèrent plus que de longs discours. Klein semblait savoir bien plus qu'il ne voulait le révéler, et son silence prudent faisait de lui un témoin précieux, mais peut-être aussi un complice involontaire des drames à venir. Un soir, alors que la famille s'était réunie dans la bibliothèque pour un entretien avec Poirot, un registre de comptes fut apporté par la gouvernante. Delacour, d'un geste machinal, l'ouvrit pour y consulter une page récente. Soudain, une feuille pliée tomba du volume et glissa sur le parquet. Je me baissai pour la ramasser, et en la dépliant, je découvris qu'il s'agissait d'une lettre anonyme, écrite d'une main fébrile. Les mots, tracés à l'encre noire, étaient cruels dans leur simplicité. « Traître, tu as vendu ton pays, et le milliard n'était que le prix de ta trahison. » La feuille se terminait par une menace à peine voilée. « La vérité éclatera, et tu périras de ta propre faute. » Delacour pâlit. Ses lèvres tremblèrent, et il porta la main à son front comme s'il avait reçu un coup. Poirot prit la lettre avec un calme absolu, la lut, puis la posa devant lui comme un médecin examinerait un symptôme. Je sentis un frisson parcourir l'assemblée. Ce billet, en apparence insignifiant, ouvrait soudain un gouffre de soupçons et de peurs. À la lecture de ces mots, la pièce se transforma. Madeleine poussa un léger cri étouffé et se précipita vers son père, les yeux emplis de larmes. Henri Varenne, qui se trouvait là, esquissa un rictus amer, comme si la lettre confirmait ce qu'il avait toujours pensé. Sœur Béatrice, plus pâle que croisait son reproche. Celui-ci, au contraire, fixait Delacour avec une haine contenue. Sœur Béatrice jetait à intervalles réguliers des coups d'œil furtifs vers le docteur Klein, qui, sans bouger, lui adressait parfois un signe imperceptible, comme une invitation au calme. Rochefort, quant à lui, promenait ses yeux brillants sur l'assemblée, semblant savourer la tempête qu'il prévoyait de transformer en article retentissant. Je me surpris à frissonner. Chaque regard devenait une arme, chaque silence un aveu. La tension était si palpable qu'il me sembla entendre le tic-tac d'une horloge comme une menace sourde. Ce ballet muet de soupçons et de craintes donnait à la scène une atmosphère de tribunal invisible, où chacun était à la fois accusé et accusateur. Au milieu de ce tumulte contenu, Poirot restait d'un calme désarmant. Ses yeux, d'un gris pénétrant, se posaient tour à tour sur chaque visage, comme s'il enregistrait la moindre expression. Je connaissais mon ami. Derrière cette immobilité apparente, son esprit travaillait avec une précision implacable. Il ne prononça pas un mot, se contentant d'incliner la tête lorsque l'un ou l'autre éclatait en protestation. À un moment, je le vis noter d'un doigt discret la nervosité d'Henri Varenne,
puis observer le battement précipité de la tempe de Madeleine. Enfin, son regard se fixa longuement sur sœur Béatrice, dont le silence obstiné lui semblait plus parlant que toutes les paroles. Lorsque je lui demandai à voix basse ce qu'il pensait, il répondit simplement « Hastings, quand une maison est frappée par un coup de tonnerre, observez non pas le bruit, mais les échos. » Je ne compris pas tout à fait sa remarque, mais je sentis que cette lettre était pour lui un signe révélateur dont il devinait déjà l'importance. À mesure que les heures passaient, sœur Béatrice murmura une prière, mais ses yeux humides laissaient deviner qu'elle-même n'était pas indemne de ce passé. Rochefort, avec une audace presque insolente, évoqua les rumeurs de trahison et de fortune bâties sur la souffrance des autres. La pièce se peupla ainsi de fantômes invisibles, dénonciations, compromissions, actes de courage ou de lâcheté. Je sentis que le poids de ces années sombres revenait hanter la maison de la cour, et tandis que la nuit tombait sur Paris, je compris, à travers les mots de Poirot, que ce crime latent n'était pas né hier, mais dans l'ombre de la guerre, où chacun avait dû choisir entre la survie et l'honneur. C'est au petit matin que le drame éclata. J'avais à peine achevé ma toilette lorsqu'un cri aigu retentit dans la maison. Un cri si perçant qu'il fit accourir tout le personnel. Je descendis précipitamment et trouvai la gouvernante, les mains crispées sur sa bouche, devant la porte entr'ouverte de la bibliothèque. À l'intérieur, le spectacle glaça mon sang. De la cour gisait sur le tapis, le visage tourné vers le plafond, figé dans une expression de stupeur et de terreur mêlée. Madeleine se précipita vers son père en appelant son nom, mais Poirot la retint doucement par le bras. « Non, mademoiselle, ne touchez à rien, » dit-il d'une voix ferme. Le silence tomba aussitôt, seulement troublé par les sanglots étouffés de la jeune femme. Varenne entra en dernier, le teint blême, et détourna les yeux comme pour ne pas affronter la scène. Je ressentis une sorte d'irréalité, comme si le poids de la nuit avait basculé en cauchemar. Le maître de maison, qui nous avait conviés pour demander protection, devenait la victime d'un crime odieux, commis dans l'intimité même de son refuge. Je jetai un regard à Poirot. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux luisaient d'une attention redoublée. Représentant de la sûreté. Leur arrivée, bruyante et autoritaire, contrastait avec le silence pesant qui régnait jusque-là. L'inspecteur chargé de l'affaire, un homme trapu aux manières directes, déclara d'emblée que tout indiquait un cambriolage ayant mal tourné. Les fenêtres de la bibliothèque avaient été forcées et quelques objets précieux semblaient avoir disparu. Cependant, l'hypothèse me parut bien vite fragile. Pourquoi un voleur aurait-il laissé derrière lui un billet aussi singulier, relique de la fortune disparue? Et pourquoi la victime se trouvait-elle dans cette pièce à une heure aussi matinale? Les policiers interrogèrent rapidement le personnel, notant des contradictions mineures que l'agitation pouvait expliquer. Mais à mesure qu'ils formulaient leurs conclusions hâtives, je voyais Poirot se refermer dans un silence méditatif, comme s'ils laissaient leurs erreurs s'accumuler pour mieux en tirer parti plus tard. Lorsque la police eut quitté la pièce pour examiner les alentours, Poirot se pencha vers moi et murmura « Hastings, le cambriolage est une comédie. » Je le regardais, stupéfait. « Observez, » continua-t-il. « Les objets emportés sont de faible valeur par rapport à ceux restés en place. Et les fenêtres, voyez-vous, elles ont été forcées de l'intérieur. » Je demeurai interdit. Mon ami poursuivit d'un ton bas mais ferme. « Cela signifie que nous avons affaire à un crime prémédité, commis par une personne ayant libre accès à la maison. » Il désigna d'un geste imperceptible les visages encore rassemblés autour du corps. Madeleine en pleurs, Varenne crispée, Rochefort avide d'informations, sœur Béatrice impénétrable et le docteur Klein silencieux. Je sentis un frisson me parcourir. Le meurtrier se trouvait parmi nous, sous ce même toit, dissimulé derrière une façade de douleur ou de dignité. Poirot, à peine les premières constatations terminées, les soupçons s'orientèrent vers Henri Varenne. Un domestique affirma l'avoir aperçu rôdant dans le couloir près de la bibliothèque, au milieu de la nuit. L'information fit l'effet d'une déflagration. L'ancien associé protesta avec véhémence, clamant qu'il avait simplement cherché à retrouver son manteau oublié dans le vestibule. Mais sa voix tremblait, et son agitation ne jouait pas en sa faveur. « Voilà donc l'assassin !» lança Rochefort avec une hâte indécente,
comme s'il se réjouissait déjà du titre de son prochain article. Madeleine, horrifiée, demanda grâce pour l'homme, mais ses paroles ne firent qu'ajouter à la confusion. La police, ravie de trouver un coupable commode, s'empressa de l'emmener pour un interrogatoire plus poussé. Mais Poirot demeurait immobile, songeur. Lorsque je lui demandai son avis, il répondit d'une voix douce. « Trop tôt, Hastings, trop tôt. L'homme qui crie son innocence avec tant de désordre n'est pas nécessairement coupable. Il peut être coupable d'autre chose, certes, mais pas forcément de ce crime. » Je remarquai alors que Poirot observait non pas Varenne, mais les réactions des autres. L'éclair fugitif dans les yeux de sœur Béatrice, la crispation du docteur Klein, et le léger sourire satisfait de Rochefort. J'eus la sensation que, loin de résoudre l'énigme, l'arrestation de Varenne n'était que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus complexe, dont chaque fragment semblait encore enveloppé d'ombre. Depuis le drame de la bibliothèque, la maison de la cour semblait habitée par une agitation souterraine. Les conversations, même lorsqu'elles portaient sur des sujets banals, revenaient invariablement aux années de guerre. On chuchotait des accusations, jamais formulées à haute voix, mais circulant comme un souffle glacé dans les couloirs. On murmurait que certains avaient profité, collaboré par nécessité, d'autres par ambition. D'autres encore ont fermé les yeux sur des actes qu'ils auraient dû dénoncer. Il énuméra calmement les alliances suspectes. Varenne, dont les affaires avaient curieusement prospéré durant la guerre avant de s'effondrer après la Libération. Rochefort, qui semblait trop bien informé de certaines opérations clandestines. Même sœur Béatrice, dont la présence parmi les réseaux de résistance n'était pas aussi limpide que certains le prétendaient. Chaque nom évoqué par Poirot faisait renaître une image. Une poignée de main dans l'ombre, une transaction passée au marché noir, un silence volontaire. La guerre, conclut-il, avait laissé des traces indélébiles, et ces traces expliquaient aujourd'hui les haines, les rancunes et les menaces anonymes. Je l'écoutais, frémissant à l'idée que ce meurtre récent pouvait être le prolongement direct de décisions prises des années auparavant, quand la France se débattait dans ses heures les plus sombres. Les rumeurs autour du milliard de francs revinrent sur le devant de la scène. Selon certaines confidences, cette somme avait été constituée pour soutenir les maquisards. Pourtant, elle n'avait jamais atteint son but. Où s'était-elle volatilisée? Dans les poches d'un intermédiaire cupide? Ou dans les mains de ceux qui avaient choisi la collaboration déguisée en patriotisme? Poirot obtint de Delacour, avant sa mort, quelques indications sur des transactions passées par des banques suisses. Je me souvenais de ces paroles. Cet argent était destiné à sauver des vies. S'il a disparu, alors c'est que quelqu'un a choisi de sauver la sienne au détriment des autres. Ces mots prenaient maintenant une résonance tragique. Je compris que la fortune n'était pas seulement un enjeu matériel, mais un symbole de conscience. Retrouver la trace de ces fonds, c'était déterminer qui avait trahi et qui avait osé détourner. Je compris, au fil de ces entretiens, que chacun avait quelque chose à cacher, un secret qu'il préférait taire. La guerre, loin d'avoir été une épreuve commune, avait creusé des abîmes de culpabilité et d'opportunisme, et ces failles ressurgissaient aujourd'hui sous la forme d'un meurtre. Un soir, alors que nous quittions le salon, je me surpris à réfléchir à haute voix. « Poirot, dis-je, comment distinguer entre celui qui a volé pour la cause et celui qui a volé pour lui-même » Mon ami sourit légèrement, ses yeux brillant de cette flamme ironique que je lui connaissais. « Hastings, répondit-il, le cœur humain est plein de contradictions. Un homme peut justifier sa cupidité en l'habillant du manteau du patriotisme. De même, un acte de bravoure peut être perçu comme une trahison par d'autres. Ces paroles résonnèrent longtemps en moi. La ligne entre héroïsme et lâcheté, entre sacrifice et avidité, me sembla plus floue que jamais. Le meurtre de Delacour, pensais-je, n'était pas seulement l'œuvre d'un assassin. Il était le reflet d'une époque où les choix avaient été impossibles et où chaque conscience portait une part de fardeau. Le matin où l'on découvrit le journal, un frisson parcourut la maison de la cour. Hastings, toujours prompt à se troubler devant l'injustice, me montra la première page. Armand Rochefort, dans un style alarmant et théâtral, désignait Madeleine Delacour comme l'instigatrice présumée du meurtre. Le ton de l'article oscillait entre l'accusation directe et l'indignation feinte, mais chaque mot semblait peser pour provoquer, attiser la rumeur et surtout
piéger l'esprit du public. Les détails, choisis avec soin, évoquaient des comportements suspects de Madeleine durant les jours précédant le drame. Ses promenades tardives, ses visites inattendues, et un mystérieux manège autour des documents finis de malveillance. Même les journaux rivaux reprirent certains passages, amplifiant l'effet d'un écho qui ne connaissait ni retenue, ni nuance. La réputation de Madeleine vacilla. Son nom circulait dans les cercles influents comme une accusation implicite, et les regards que l'on lui lançait étaient chargés de suspicion. Je la vis trembler devant la froideur de ses invités, certains feignant l'innocence, d'autres affichant un intérêt presque gourmand pour le scandale. Poirot observait en silence, notant chaque inflexion de voix, chaque sourire calculé. Il ne s'indignait pas, il analysait. Le tumulte parisien, pensais-je, était un théâtre où chacun jouait son rôle selon ses peurs et ses ambitions. Et au centre, Madeleine, malgré sa dignité intacte, se trouvait piégée par la seule puissance de mots jetés comme des flèches dans l'air. Alors que le tumulte s'installait, Poirot m'exposa ses premières observations. « Hastings, dit-il, ce qui frappe ici, ce ne sont pas seulement les accusations, mais la manière dont elles sont construites. » Il parcourut à nouveau l'article, soulignant des contradictions, des dates qui ne correspondaient pas, des témoins cités qui semblaient fictifs, des détails impossibles à vérifier. Chaque assertion de Rochefort portait l'empreinte d'un mensonge soigneusement inséré. Il semblait puiser ses sources dans des ragots, en enjolivant certains faits, en inventant d'autres, tout pour suggérer un schéma de culpabilité. Le journaliste, me dit Poirot, ne cherchait pas la vérité, mais la cohérence dramatique, celle qui ferait vibrer le lecteur et ébranlerait Madeleine. Je compris alors que l'article était un piège. Il créait une réalité parallèle où la suspicion devenait vérité, où l'innocence pouvait être étouffée sous le poids de l'opinion publique. Poirot, lui, voyait déjà au-delà des mots, percevant l'intention derrière chaque phrase. Lors de notre rencontre, il feignit l'indignation et la droiture, mais son regard trahit un calcul précis. Celui qui manipule la peur et la rumeur sait qu'il détient un pouvoir unique. Poirot, assis en face de lui, ne se laissa impressionner ni par l'assurance, ni par les manières enjôleuses. Il jaugea l'homme, analysa ses gestes, la courbure subtile de ses lèvres et la manière dont il évitait certaines questions. Je compris que la vérité importait peu à Rochefort. Ce qui comptait, c'était le spectacle qu'il pouvait créer, la position qu'il pouvait occuper dans l'opinion publique, et la satisfaction narcissique de voir ses insinuations transformer la réalité. Et à travers cette ambition dévorante, se dessinait une menace invisible, capable de nuire à Madeleine plus sûrement que n'importe quelle accusation fondée. Alors que nous quittions le bureau de Rochefort, Poirot posa une main légère sur mon bras. « Hastings, dit-il d'un ton calme, ne soyez pas dupé par le masque de cet homme. Il croit jouer au manipulateur, mais je vois clair dans son jeu. Il ne s'agissait pas d'un sermon, mais d'un avertissement subtil. La force des mots, lorsqu'elle est utilisée avec malice, peut blesser plus profondément que toute arme tangible. » Poirot ne manifesta ni colère ni impatience, seulement cette certitude tranquille qui vous glace le sang lorsqu'on la contemple. Je sus, à cet instant, que Rochefort était surveillé d'un œil invisible, qu'aucune ruse ne pourrait échapper à l'acuité méthodique du détective. Et cette certitude me réconforta, bien qu'elle ne dissipa pas les nuages de rumeurs qui continuaient à planer au-dessus de Paris, menaçant de s'abattre sur Madeleine comme une pluie de plomb silencieuse. Ce fut dans le silence feutré de notre appartement londonien que Poirot, assis devant une petite pile de billets jaunis, me révéla ce qui avait jusqu'à d'indices que seul le détective pouvait déchiffrer. Le moindre pli, le moindre filigrane, devenait un fil d'Ariane, menant vers la vérité cachée derrière la disparition de cette fortune qui, jusqu'à ce moment, semblait engloutie dans l'ombre. Quelques jours plus tard, une lettre anonyme nous parvint. Elle contenait un billet ancien, soigneusement enveloppé, accompagné d'une note succincte. « Pour vos yeux seulement. » Ce billet, provenant d'une collection privée de curiosités numismatiques, portait la même marque secrète que Poirot avait identifiée. L'excitation de mon ami était palpable. « Hastings, chaque élément compte. La réapparition de ce billet n'est jamais fortuite. Nous savions que quelqu'un cherchait à attirer notre attention.
à orienter l'enquête vers un nouveau chemin. La collection elle-même semblait anodine, mais pour Poirot, elle constituait une passerelle vers le passé de la famille de la cour, vers les flux secrets de leur fortune et les transactions que la loi n'avait jamais enregistrées. Je me demandais qui, dans l'ombre, avait confié ce billet, et dans quel but. Était-ce un avertissement, un test ou une tentative de manipulation? Poirot, lui, ne se laissa pas troubler par ces questions superficielles. Il observait le papier, le filigrane, la patine des chiffres imprimés. Et déjà, son esprit ordonnait les connexions qui, bientôt, dévoileraient le labyrinthe d'intrigues dans lequel nous étions plongés. Poirot entreprit alors de retracer le parcours de ce billet avec la minutie d'un horloger. Il contacta des intermédiaires, consulta des registres anciens, interrogea des employés de banque et de maisons de change, notant chaque transaction, chaque dépôt, chaque retrait. La chaîne de transmission se révélait troublante. Les billets passaient de main en main avec une régularité presque mécanique. Je commençais à percevoir la précision de sa méthode. La patience n'était pas seulement une vertu, c'était un instrument de révélation. Chaque billet retrouvé, chaque transaction décelée, apportait son grain de vérité à l'édifice complexe que Poirot construisait. Nous suivions un fil invisible, tendu à travers la ville et au-delà, et je sentais que la solution se rapprochait, portée par la minutie inflexible de mon ami, guidée par la logique froide et implacable de sa réflexion. Au fur et à mesure que nous progressions dans la filature des billets, les tensions familiales autrefois discrètes émergèrent avec une clarté étonnante. Les de la cour, que j'avais cru unis par des convenances et la bienséance, se révélaient déchirés par des rancunes anciennes et des jalousies soigneusement dissimulées. Chaque transfert d'argent correspondait à un ressentiment, à une revanche subtile, parfois masquée derrière des promesses de loyauté. Un billet avait été confié à un neveu éloigné qui, jadis, avait été écarté de la succession. La motivation de cet acte, semblait-il, n'était pas seulement pécuniaire mais profondément émotionnelle. Un désir de revanche contre les décisions du patriarche, une façon de rappeler qu'aucune autorité n'était incontestée. Un autre billet passa par les mains d'une cousine qui nourrissait un ressentiment ancien envers sa sœur aînée. Chaque transaction révélait des intrigues presque théâtrales, des alliances secrètes, des mensonges bien gardés, des dettes de gratitude réclamées à des moments stratégiques. Poirot notait tout, ses yeux pétillants de satisfaction face à la complexité humaine qu'il percevait. « Hastings, dit-il, vous voyez ici la richesse du cœur humain dans toute sa nuance. L'argent n'est jamais neutre, il est le miroir des passions et des peurs. » Chaque billet devenait ainsi un témoin silencieux, chargé de la pièce manquante du puzzle révéla le rôle central de cet argent dans l'ultime affrontement. Le billet n'était pas simplement un moyen de transfert de fortune. Il était le pivot des tensions familiales, la preuve tangible de rancune, d'alliance et de trahison. Poirot, tenant les deux fragments dans ses mains délicates, murmura avec un sourire énigmatique. « Hastings, voyez comme la vérité se cache dans les détails les plus infimes. » Ce billet, maintenant recomposé, nous montrait clairement les intentions, les complicités et les actes impulsifs qui avaient conduit au drame. Tout s'imbriquait avec une précision qui n'aurait pu être le fruit du hasard. Pour la première fois, je compris combien chaque pli, chaque marque, chaque transmission avait été cruciale. Le billet déchiré n'était plus un simple morceau de papier. Il était la clé qui, en un instant, transforma le labyrinthe de secrets et de mensonges en une vérité limpide et inéluctable. Le grand salon de l'hôtel particulier, d'ordinaire lumineux et accueillant, paraissait aujourd'hui pesant, chargé d'une solennité presque funèbre. Poirot m'avait demandé de convier tous les protagonistes à cette réunion exceptionnelle, et je n'avais jamais vu mon ami si rigide dans ses préparatifs. Les invités, que nous connaissions tous pour leur manière distinguée mais parfois énigmatique, prirent place dans un silence empreint de curiosité et d'appréhension. Le mobilier ancien, les tapisseries au ton sourd, semblaient absorber les chuchotements des convives et les murmures des serviteurs discrets. Poirot, debout près de la cheminée, leva une main et l'air dans la pièce changea aussitôt.
Chaque regard se tourna vers lui avec respect et une légère appréhension, comme si l'homme à la tête aux cheveux impeccablement peignés détenait le secret de ce qui s'était réellement passé. Mes amis, sans perdre un instant, Poirot aborda les deux protagonistes les plus immédiatement suspectés par certains, Henri Varenne et Madeleine de la Cour. Il les invita à se lever, et d'une voix précise, il dissipa méthodiquement les soupçons accumulés contre eux. Les preuves circonstancielles qui avaient pu les accuser se révélèrent, sous son analyse, triviales et inoffensives. « Monsieur Varenne, dit-il, votre présence à la bibliothèque le soir du vol n'était nullement suspecte. Vous étiez absorbé par la lecture du journal, comme le confirment les témoins. » Il marqua une pause, laissant les murmures se dissiper, puis tourna son attention vers Madeleine. « Quant à vous, mademoiselle de la Cour, votre anxiété lors des événements ne prouve ni duplicité ni complicité. Vous avez agi avec prudence et compassion, ce qui vous place hors de tout soupçon. Je remarquai le soulagement palpable sur les visages des deux mis en cause, mais je sentis que cette précision méthodique de Poirot ne faisait que renforcer la tension pour les autres convives. Chaque dissipation de faux soupçons rapprochait la vérité, et dans le silence qui suivit, l'atmosphère sembla se charger d'une attente plus aiguë encore. Le maître belge savait, mieux que quiconque, que la vérité ne surgit jamais sans préparation minutieuse et observation attentive. Poirot se tourna alors vers la question qui nous avait tant intrigués, les billets disparus et leurs fragments recomposés. D'un geste précis, il exhiba les morceaux retrouvés, les juxtaposa avec le billet provenant de la collection privée et expliqua leur rôle central dans la manipulation savante que personne n'avait soupçonnée. « Vous voyez, mes amis, dit-il, chaque fragment n'est pas un simple bout de papier, mais un témoin silencieux du passé. Les pliures, les marques discrètes, les filigranes, tout cela a été orchestré avec une intention précise. » D'un ton grave et mesuré, Poirot aborda l'élément qui allait bouleverser l'Assemblée, le rôle de sœur Béatrice. La religieuse, jusqu'alors perçue comme irréprochable, se trouvait au cœur de la manipulation. Le détective expliqua que, sous prétexte de sauver des vies, elle avait détourné une partie de la fortune familiale. Son engagement charitable n'avait été qu'un voile soigneusement maintenu pour dissimuler sa tentation grandissante. « Mes amis, dit Poirot, il ne s'agit pas ici de condamnation morale, mais d'observation rigoureuse. Sœur Béatrice a cru pouvoir exercer une justice personnelle en utilisant ses fonds, convaincue que ses intentions étaient nobles. Cependant, le désir humain, même chez ceux voués au service divin, est fragile. » Il détailla comment la religieuse avait accumulé les billets, les avait transmis, puis avait cédé à l'attrait de la fortune, créant une chaîne de complications et de secrets qui mena directement à l'assassinat. Je remarquai le choc dans les yeux des invités. Certaines mains se crispèrent sur les accoudoirs des fauteuils, d'autres lèvres murmurèrent des protestations silencieuses. Poirot ne s'arrêta pas, expliquant avec patience comment chaque billet manipulé par sœur Béatrice avait déclenché des réactions en chaîne parmi les de la cour, révélant les jalousies, les ressentiments et les mensonges accumulés au fil des années. La religieuse, assise avec dignité, écoutait sans un mot, et pourtant son visage trahissait la lutte intérieure, entre le remords et la justification de ses actes. Poirot enfin conclut. Voilà pourquoi le billet déchiré et la fortune disparue ne pouvaient être compris que par la connaissance de la psychologie de cette âme et de ses décisions. La tension dans la pièce atteignit son apogée, car chacun comprit que l'énigme n'était plus seulement financière. Le mobile, mes amis, n'est pas la haine ou la vengeance pure, expliqua-t-il, mais la crainte que la vérité éclate et entraîne la disgrâce de ceux qui pensaient pouvoir manipuler le destin à leur convenance. Les fragments de billets, les transactions révélées, les faux semblants, tout convergeait vers cette conclusion simple et pourtant impitoyable. Je sentis l'atmosphère se transformer. L'Assemblée, jusque-là tendue dans l'attente, réalisa l'évidence que Poirot exposait avec élégance. La manipulation savante des billets, la tentation, le remords et la peur s'étaient combinés pour créer un drame irréversible. Le maître belge, satisfait, laissa un moment de silence, comme pour permettre à chacun d'assimiler l'étendue de la vérité, avant de conclure son exposé méthodique, implacable et terriblement humain.
Assis dans le petit salon qu'il affectionnait tant, Poirot contemplait silencieusement la lueur vacillante de la lampe, ses mains jointes devant lui. Il semblait absorbé par des pensées qui n'appartenaient qu'à lui, et je me gardais bien de le troubler. Après tout, il est rare de surprendre le maître belge en méditation, et c'était à la fois une occasion et un privilège de pouvoir observer, en toute discrétion, le mécanisme subtil de son esprit. « Hastings », murmura-t-il enfin, la voix grave et posée. « La richesse, voyez-vous, n'est qu'un voile brillant derrière lequel l'âme se perd souvent. Les fortunes éphémères peuvent causer d'éternelles souffrances lorsque le cœur est aveuglé par la convoitise. » Ses yeux, d'ordinaire si pétillants d'énergie, étaient maintenant doux et légèrement mélancoliques. Nous avons observé tout au long de cette affaire combien la vanité et le désir de posséder peuvent corrompre le jugement et alourdir la conscience. La culpabilité, Hastings, est un fardeau que l'or ne saurait jamais. N'était pas de rivaliser avec l'acuité de Poirot, mais d'apporter la voix d'un compagnon témoin et sensible. Tout cela, dis-je, nous rappelle combien les fortunes humaines sont fragiles et éphémères. La guerre, la chance et les passions jouent avec nos vies comme des marionnettistes invisibles. Je songeais au visage que nous avions vu au cours de cette enquête, au tremblement des mains et au regard fuyant, aux hésitations de ceux qui croyaient contrôler leur destin, alors qu'ils n'étaient que des passagers sur un chemin tracé par leur choix et leur faiblesse. Les ravages de la guerre, la perte des illusions et la vanité des biens matériels semblaient se mêler dans une toile complexe, où l'homme ne pouvait que chercher à maintenir l'équilibre de son esprit. Poirot, silencieux à mes côtés, écoutait, et je sus qu'il approuvait mes réflexions, même si ses pensées allaient plus loin que mes mots. Il n'y avait aucun reproche, aucun jugement hâtif, seulement la conscience que la vie et la vérité étaient des trésors que l'on ne pouvait protéger qu'avec une vigilance constante. La fragilité des fortunes et la vulnérabilité de l'âme humaine semblaient s'être révélées plus puissamment que jamais. Il m'était impossible de ne pas réfléchir à la force destructrice de l'avidité qui avait guidé tant d'actions au cours de cette affaire. Chaque billet subtil, chaque geste calculé, chaque secret dissimulé n'avait été motivé que par le désir de posséder, de dominer, de se garantir un avantage, fût-ce éphémère et illusoire. Poirot avait démontré, avec une précision implacable, comment la cupidité, même masquée par des intentions nobles, pouvait provoquer des tragédies humaines. Sœur Béatrice, Henri Varenne, Madeleine de la Cour, chacun avait été tenté, chacun avait vacillé devant le miroir de sa propre ambition ou de ses désirs. Le fragment de billet, désormais oublié dans un tiroir du secrétaire de l'hôtel particulier, semblait chargé d'une mémoire que l'on préférait ignorer. Objet banal pour qui ne connaissait pas son histoire, il conservait pourtant la trace de tous les mensonges, toutes les tentations et toutes les fautes commises. Poirot l'avait montré, analysé et expliqué. Mais la leçon véritable demeurait silencieuse. Cet humble morceau de papier incarnait la mémoire de la faute, le rappel constant que chaque décision, chaque faiblesse, laissait une empreinte durable. Il n'était plus question de richesse ou de pouvoir, mais de conscience et de responsabilité. Je pris le billet entre mes mains un instant, sentant la fragilité de sa texture et la symbolique de ce qu'il représentait. Ce simple fragment, ignoré des yeux distraits, conservait une sagesse que peu pouvaient saisir. La cupidité, la tentation, la trahison, tout cela laisse des traces, même lorsque le monde croit avoir tourné la page. Il était là, dans son tiroir, silencieux et inoffensif, et pourtant il portait en lui le poids éternel des choix humains et de leurs conséquences, rappel discret que la vérité, une fois connue, ne peut jamais être effacée. Nous quittâmes enfin l'hôtel particulier, Poirot et moi, laissant derrière nous les secrets résolus et les mémoires silencieuses. Le jour déclinait doucement, et l'air frais semblait porter avec lui un sentiment de légèreté, comme si la maison pouvait enfin respirer après tant de tensions contenues. « Hastings », murmura Poirot en marchant à mes côtés. « Souvenons-nous toujours que la vérité et l'oubli se tiennent dans un équilibre fragile. La justice se fait dans les détails, et le temps sait parfois mieux que nous tempérer les passions. » Je hochai la tête, conscient que, même après la résolution de ce mystère, la vie continuerait, fragile et imprévisible.